Bonjour, mesdames, messieurs, ici Michel Bien. Je vous souhaite la bienvenue à ce match des élus. Cette semaine, nous sommes sur la scène fédérale. Je vous présente en instant mes invités. Tout d'abord, Joël Lightbound, il est député libéral de Louis-Hébert. Il est en studio à Ottawa. Monsieur Lightbound, bonjour. Bonjour, Monsieur Bien. Alain Reyes, député conservateur de Richemont-Tabascal. Lui se trouve en studio à Trois-Rivières. Monsieur Reyes, bonjour. Bonjour. Et puis Alexandre Boulris, député de Rosemont, la petite patrie, en studio à Ottawa. Monsieur Boulris, bonjour. Bonjour. Alors, vous savez que la saga entourant le projet de loi sur l'aide médicale à mourir se poursuit à Ottawa. Les députés l'ont adopté hier pour la deuxième fois, en fait, en y incluant 5 amendements mineurs sur les 7 qui avaient été proposés par le Sénat. L'article qui réserve l'aide médicale à mourir aux personnes dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible a été maintenu, contrairement à ce que le Sénat souhaitait. L'autre amendement rejeté par les députés visait à interdire à un héritier d'une personne voulant se prévaloir de l'aide médicale à mourir de participer au processus. Alors, au moment où on se parle, le projet de loi est à nouveau entre les mains du Sénat. Monsieur Lightbound, ma première question va s'adresser à vous. Pourquoi est-ce que le gouvernement tient tant à cette notion de mort raisonnablement prévisible, alors que de plus en plus de gens vous disent que ça ne passerait pas le test de la Cour suprême, encore une fois, et que c'est beaucoup plus restrictif que l'arrêt Carter? Je pense que l'idée du gouvernement d'avoir cette mesure-là, c'est justement d'empêcher des situations où, puis je pense que l'argument est valable. Moi, ça m'a fait réfléchir. Par exemple, prenez quelqu'un qui a un accident, qui a 30 ans, qui se retrouve quadraplégique et qui veut se prévaloir de l'aide médicale à mourir parce que sur le coup, il pense que la mort serait la meilleure option. Est-ce qu'on veut offrir aussi à cette personne-là l'aide médicale à mourir ou est-ce qu'on veut pas le réserver? Puis regardez le débat qu'a fait le Québec pendant 6 ans, en est venu avec à la conclusion que le consensus était établi autour de la fin de vie, donc plutôt que d'élargir l'accès à l'aide médicale à mourir. Donc je pense que l'idée du gouvernement, c'était d'arriver à trouver une balance. C'est ce que prévoit cet article-là sur la mort naturelle raisonnablement prévisible. C'est un premier pas. Moi, je pense que le débat doit se poursuivre, puis le gouvernement est engagé à ce qu'on continue d'en discuter, à ce que la loi soit revisitée sur différents aspects, dont celui-là, pour qu'il évolue avec le temps. Mais compte tenu du temps qu'on avait, le gouvernement a tenté d'essayer de trouver la meilleure balance, puis c'est la conclusion à laquelle il est arrivé. L'exemple que vous donnez, effectivement, est très éloquent, mais en contrepartie, prenons un autre cas, si vous voulez, quelqu'un qui serait atteint de sclérose en plaques, par exemple, et qui va peut-être en souffrir pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans encore. Est-ce qu'on lui permet de faire un choix comme celui-là ou pas? Je vous le concède, c'est toute la difficulté de la question. Puis moi-même, elle me tiraille, cette question-là, parce qu'il y a ces deux exemples-là qui sont en opposition, puis c'est dur de trouver justement la solution parfaite pour répondre à ce genre de circonstances-là qui sont tellement uniques les unes les autres. Je pense que l'idée du gouvernement, c'était de laisser quand même de la discrétion aux médecins, de laisser de la marge de manœuvre avec un texte qui est un peu plus large. Mais en effet, c'est des questions très difficiles sur lesquelles on va être appelé à se repencher en tant que parlementaire. Monsieur Reyes, qu'est-ce que vous pensez de la dernière mouture du projet de loi? J'ai envie de dire que j'abonde dans le même sens que mon collègue qui vient juste de parler, M. Lightbound. J'ai comme principe de base, vaut mieux une mauvaise loi que pas de loi du tout. Elle n'est pas parfaite, j'en concède, mais c'est une évolution en ce moment. Les changements de culture, l'évolution de la société est quelque chose qui grandit de jour après jour. On ne peut pas arrêter cette évolution-là. Mais ce débat-là, on a eu 6 mois dans les délais que nous avions. Je pense que c'est le plus loin qu'on aurait pu aller pour avoir un certain consensus. Je tiens à le dire, consensus, ça ne veut pas dire que c'était unanimité autour, même au Québec, pour les gens qui ne le savent pas. Il y a même des ministres qui avaient voté contre au Québec le projet de l'aide médicale à mourir juste pour la fin de vie. Donc, il y a un débat qui est là, qui est enclenché. C'est déjà un bon pas qui est fait. Mais il y a des enjeux. M. Laborde les a très bien... On a eu des témoignages de gens qui sont venus parler, des citoyens, moi, qui m'ont interpellé, qui m'ont conté leur propre histoire, où ils ont vécu un événement malheureux étant très jeunes, où ils voulaient mettre fin à leur vie. Et aujourd'hui, ils vivent, ils sont mariés, ils ont une vie, ils sont heureux. Donc, ces gens-là disaient, si j'avais eu ça au moment où j'étais en détresse, c'est sûr que j'aurais pris acte et je ne serais pas aujourd'hui à vie. Donc, on a les deux côtés qui s'affrontent et on ne peut pas faire abstraction de ça. On est des êtres humains, nous autres aussi. Puis les gens autour de la table à la Chambre des communes sont des citoyens à part entière. Je dirais, on représente bien, je pense, l'opinion de la population en ce moment, au stade où on est aujourd'hui. M. Boulris, au sein du nouveau Parti démocratique, ces arguments-là qu'on a entendus et réentendus à plusieurs reprises au cours des dernières semaines n'ont pas semblé vous ébranler beaucoup quand même. Non, c'est sûr qu'au NPD, on a une position qui est cohérente, là, qui s'enligne plus sur ce qui s'est fait à l'Assemblée nationale au Québec.
Mais ce qu'on constate, c'est le nouveau gouvernement libéral a fait preuve d'un immense cafouillage puis amateurisme avec un sujet qui est extrêmement délicat et qui interpelle tout le monde, en fait. Beaucoup de gens sont inquiets de ce qui arrive. Mais là c'est vraiment l'improvisation totale. Et on va de l'avant avec un projet de loi dont on sait pertinemment qu'il sera contesté, qu'il est probablement inconstitutionnel. Alors, au début, on nous a dit, bien, on va suivre l'arrêt Carter. Et en ce moment, on nous dit, bien, on sait que ça ne respecte pas tout à fait les définitions de l'arrêt Carter, mais ça respecte la charte. Mais non, l'arrêt Carter est basé sur la charte. Alors, ça ne tient pas debout. Et là, on a les nouveaux arguments des libéraux qui disent, bien, c'est pas un projet de loi final. En fait, on va entamer une conversation. Je veux dire, il faut être plus sérieux que ça quand on est au gouvernement puis qu'on a une ministre de la Justice qui devrait avoir un projet de loi qui répond aux intérêts et aux besoins de nos concitoyens et non pas un projet de loi dont on sait qu'il va finir par être contesté en Cour suprême. Bon, quoi qu'il en soit, au moment où on se parle, le projet de loi là, est entre les mains du Sénat et ça vous place, M. Boulris, dans une position un peu délicate parce que d'une part, vous souhaitez l'abolition du Sénat et là, vous dites aux sénateurs, faites votre travail puis empêchez le gouvernement d'aller de l'avant avec son projet de loi. Bien, vous savez, tant que le Sénat existe, s'il peut faire œuvre utile, tant mieux. Ça n'empêche pas que pour nous, au NPD, on trouve que le Sénat est un lieu antidémocratique qui sert surtout à nommer des amis du premier ministre, qu'ils soient bleus ou qu'ils soient rouges. Ça a toujours été le cas. Si jamais ils font un bon travail puis qu'ils reprennent les amendements néo-démocrates que les libéraux avaient refusés à la Chambre des communes puis qu'on va de l'avant avec ça, bien, tant mieux. Moi, je veux que les choses s'améliorent puis qu'on puisse progresser tout le monde ensemble. Là. M. Lightbound, est-ce que le Sénat devrait s'incliner devant la volonté de la Chambre des communes? Moi, j'ai pour mon dire, je pense que le Sénat, en ce moment, a joué son rôle d'une belle manière dans le sens où il a tenté d'améliorer le projet de loi. Ils se sont penchés avec beaucoup de sérieux sur la question, puis ils ont amené des amendements, certains qu'on a repris, puis dont je suis content qu'on ait repris, par exemple, sur les soins palliatifs. Moi, j'avais voté contre le gouvernement sur cet amendement-là, qui venait du Parti conservateur. Et en ce moment, bien, ça a été repris par le gouvernement suite à l'étude qu'en a fait le Sénat. Donc, je pense que c'est un bon rôle. Maintenant, puis je ne veux pas spéculer sur ce qui va se passer. Maintenant, je pense qu'en effet, je partage un petit peu l'opinion de M. Boulris d'une certaine manière, dans le sens où je pense que le Sénat devrait accepter la volonté de la Chambre des communes une fois qu'il y a eu ce jeu législatif où ils se sont penchés sur la question pour améliorer le projet de loi, puis c'est revenu du gouvernement, c'est revenu de la Chambre des communes. Une chose est sûre, ça n'aurait pas été du Sénat. Là, on a vu de quelle façon, et là-dessus, M. Boulris a tellement raison. Au départ, ce projet-là, ça n'allait nulle part. C'est grâce au Sénat, parce que ces mêmes amendements-là qui ont été acceptés à cause de la pression des délais que nous avions par les députés en Chambre avaient été refusés lors des différents débats qui avaient été faits dans toutes les motions qui avaient été déposées des partis d'opposition. Et dans ce cas-ci, je peux vous dire que le Sénat a joué un très grand rôle pour améliorer le projet de loi que nous avons maintenant. Et je tiens à dire qu'il n'est pas parfait, mais qui est mieux que pas de loi du tout en date d'aujourd'hui. Très bien. Alors, on verra quelle sera la solution des sénateurs au cours des toutes prochaines heures, vraisemblablement, parce que ce que vous souhaitez, c'est qu'il y ait adoption d'une loi, d'un projet de loi, avant que vous puissiez partir en vacances, j'imagine, tous autant que vous êtes. Définitivement. Tout à fait. Je pense que l'objectif, c'est de régler cette question-là, puis qu'on puisse aller chacun dans nos circonscriptions, rencontrer nos familles, nos citoyens, continuer notre travail, mais sur le terrain, dans nos propres régions, chacune respective. M. Boulris? On espérerait que la loi qui va être adoptée soit constitutionnelle. Puis nous, ça nous choque beaucoup qu'on a improvisé comme ça du côté du gouvernement libéral. S'il faut revenir cet été pour travailler, nous autres, on est toujours prêts à le faire. Très bien. Alors, on va s'arrêter. Le temps de faire une première pause. On aura l'occasion de parler de sécurité nationale dans les prochaines minutes. Le temps de vous parler un peu de politique provinciale aussi. On va vous présenter des images de Jean-François Lisée, puisque c'est à son tour là d'officialiser sa candidature dans la course à la direction du Parti québécois. Alors, vous le voyez ici, il est à la permanence du PQ, où il s'apprête à déposer sa candidature officielle au président d'élection, Raymond Archambault. Le député de Rosemont doit du même coup déposer les signatures requises et un montant de 20 000 $. Après Alexandre Cloutier et Véronique Yvon, Jean-François Lisée devient donc le 3e député à soumettre officiellement sa candidature. Courte pause donc, on va retrouver dans quelques instants avec la suite du match des élus. Le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, a déposé hier un projet de loi, le C-22, qui prévoit la création d'un comité de sénateurs et d'élus qui vont se pencher sur les activités des agences de sécurité et de renseignement au pays. Un comité que plusieurs parlementaires et experts réclamaient. L'ex-premier ministre Harper, lui, avait mis sur pied un comité sur la sécurité, mais composé exclusivement de ministres et dont il assurait lui-même la présidence. Monsieur Reyes, est-ce que vous reconnaissez qu'il s'agit là d'un geste d'ouverture de la part du gouvernement?
Tout à fait. Je pense que tout le monde sait comment c'est une priorité pour le Parti conservateur, tous les enjeux de sécurité. Hier, j'ai fait plusieurs entrevues. On réitère que ce n'est pas une mauvaise décision. On est un peu déçus de ne pas avoir été consultés. On a un gouvernement qui nous dit qu'il veut consulter, il veut faire les choses autrement. Dans ce cas-ci, je peux vous assurer qu'on n'a jamais été consulté et on sait déjà depuis près de 6 mois que le président est déjà nommé, ce qui est, je dirais, une chose peu courante. En général, c'est les membres du comité qui nomment leur président. On cherche quelqu'un qui est la plus apte, qui maîtrise le plus les enjeux dans ce cas-ci, et c'est pas ce que l'on a su. Donc, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt, on va y participer. L'enjeu numéro 1, c'est la sécurité de la population, et avec tout ce qui se passe à travers le monde, je pense que c'était nécessaire. Monsieur Boulris, c'est un projet que vous voyez d'un bon œil aussi? Bien, il va falloir s'y pencher pour voir exactement c'est quoi la composition, les pouvoirs de ce comité-là, quelles vont être leurs sources, quel degré d'indépendance qu'ils vont pouvoir avoir. Les libéraux nous avaient promis une action immédiate pour corriger le tir là, des abus contre nos libertés civiles qu'il y avait dans le projet de loi 51 des conservateurs. Bon, là, ça fait 9 mois qu'ils sont au pouvoir. Ils nous arrivent avec ça la veille qu'on parte pour l'été. C'est peut-être un pas dans la bonne direction, mais il va falloir aussi avoir un vrai morceau qui est des changements législatifs pour corriger le tir, comme les libéraux avaient promis en campagne électorale. Puis pour l'instant, là, on reste sur notre faim là-dessus. Oui, effectivement, M. Lightbound, il y a encore beaucoup de questions qui se posent sur la latitude dont vont bénéficier les membres du comité, par exemple. Oui, bien, d'abord, si je peux dire, c'est pas peut-être un pas dans la bonne direction, c'est définitivement un pas dans la bonne direction. C'est un pas auquel on s'était engagé pendant la campagne électorale. C'est un engagement qu'on respecte, d'avoir ce comité indépendant. Je comprends que les conservateurs étaient très forts sur la sécurité, étaient beaucoup moins forts sur la surveillance des agences de renseignement puis de l'apparatus de la sécurité nationale. Je pense qu'il faut avoir justement cet équilibre. Pratiquement tous les pays, là, je pense à la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la Grande-Bretagne, les Américains, ont ce genre de comité parlementaire depuis les années 90. C'était way overdue, comme on dit dans la langue de Shakespeare. Puis, à savoir la composition, la latitude, c'est un comité qui va se rapporter au Parlement, qui va avoir de vastes pouvoirs pour aller étudier ce que font nos agences de renseignement, nos agences de sécurité nationale, pour s'assurer que leurs opérations soient dans le respect des droits et libertés des Canadiens. Mais en même temps, tout ce travail-là va se faire à huis clos et ces gens-là vont être tenus au secret. Alors, ça va servir à quoi de renseigner ces gens-là s'ils ne peuvent pas en parler publiquement? Évidemment, quand on traite de questions de sécurité nationale, on ne peut pas faire ça sur la place publique. Je pense que tout le monde en convient. Mais d'avoir déjà des yeux indépendants qui ne sont pas dans l'exécutif, des gens, des 2 sénateurs, des parlementaires de la branche législative qui se penchent sur ces questions-là, qui peuvent faire venir devant eux différents représentants de ces agences-là, les ministres s'il le faut. Je pense que c'est un pas dans la bonne direction. C'est quand même un comité qui va se rapporter aussi ultimement au Parlement. Donc, je crois que c'est une très bonne chose. C'est un pas dans la bonne direction, comme je disais, qu'on attendait depuis longtemps, je pense, au Canada. Est-ce que ça va assez loin, M. Reyes? Bien, oui, M. Lightbound dit qu'il va être redevable au Parlement, mais en même temps, le président a été nommé sans même que le comité puisse le choisir, être nommé par le premier ministre lui-même. Donc, ce qu'on peut on peut comprendre de ça, c'est qu'il va répondre directement à des commandes du bureau du premier ministre, et c'est là qu'on pense que le bas blesse dans ce dossier-là. Je pense que la priorité, ça aurait été de donner l'exemple, de permettre à ce comité-là ou à tous les partis de nommer leurs membres. Après ça, entre eux, ils auraient eu la majorité là, de façon assez claire à travers ça. Ils sont 4 députés sur les 7 députés à travers le comité. Donc, ils auraient pu, à ce moment-là, essayer d'influencer cette décision-là. Et là, le comité aurait pu jouer clairement son rôle de façon indépendante. Mais je répète, c'est un pas dans la bonne direction. Nous devons assurer la sécurité. Et il y a une ligne mince dans laquelle on joue tous et qu'on ne peut pas faire abstraction. C'est la sécurité individuelle versus la sécurité collective. Et oui, là, il y a beaucoup de questionnements. Il y a un flou en ce moment. Jusqu'à où on est prêt à aller pour laisser aller certaines informations dans l'intérêt de notre sécurité nationale. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être certains éléments qu'on devra penser peut-être laisser. Et ça, c'est des questions qui sont tout à fait légitimes de se poser aujourd'hui avec ce qui se passe partout à travers le monde et ici même dans notre propre pays. Mais parlant de ligne mince, est-ce qu'habituellement, on n'essaie pas de faire la part des choses, de faire en sorte que ce qui relève de l'activité policière soit indépendant de ce qui relève du travail des parlementaires? Là, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'émission du politique dans l'activité policière, M. Boulris? Bien, je pense que c'est important, M. Lightbound le disait tantôt aussi, c'est important d'avoir des organes parlementaires qui sont capables d'exercer une certaine surveillance sur ces agences
d'espionnage, de renseignement, qui, oui, assure notre sécurité, puis c'était très important qu'ils le fassent, on en convient, mais pour vérifier qu'il n'y ait pas d'abus et que nos libertés civiles ne soient pas menacées. Ce que j'ai peur, c'est c'est quoi les pouvoirs d'enquête que les gens de ce comité-là vont avoir? C'est tout ce qu'ils ont comme information, c'est le rapport qui est donné par le SCRS, puis ils le lisent, puis là, ils se font dire que tout va bien. Peut-être que là, ça va être un peu faible. C'est pour ça qu'on voudrait, nous autres, au NPD, là. Et M. Lightbound, ce que je comprends, c'est que le bureau du premier ministre va pouvoir ordonner aussi la révision des rapports du comité avant que le rapport en question soit soumis au Parlement. Oui, puis c'est ce qui se fait dans tous les pays qui ont ce genre de comité parce qu'il faut s'assurer que ce qui est rendu public ne contienne pas d'informations qui pourraient mettre en danger la sécurité nationale ou des opérations en cours. Donc, ça va de soi qu'il y ait un certain filtre avant que ça soit rendu public. Est-ce que c'est nécessaire que ce soit celui du bureau du premier ministre? C'est la question qu'on devrait se poser. Bien, ultimement, c'est le premier ministre qui est responsable de la sécurité nationale, de la sécurité du pays. Donc, je pense que oui, c'est normal. Alors qu'on ne fasse pas croire aux gens nécessairement que ce comité-là est complètement indépendant, c'est peut-être là. Donnons les bonnes informations, puis assumons la décision que le gouvernement a prise, puis on fera notre travail du mieux qu'on peut dans les balises qui nous seront données à ce moment-là. Mais comme je dis, c'est pas le bureau du premier ministre qui va composer le rapport, évidemment. Il va le revoir pour s'assurer que l'information qui est rendue publique ne vienne pas mettre en danger la sécurité nationale du pays. Je pense que c'est comme ça que ça se fait partout ailleurs, soit dit en passant. Très bien. On verra comment ça va fonctionner d'ici quelques mois, parce que le projet vient d'être déposé, alors ce ne sera pas adopté avant un certain temps tout de même. Courte pause, on va vous parler dans quelques instants d'une autre question délicate, peut-être un premier affrontement entre les provinces et le gouvernement Trudeau sur la question des paiements de transfert en santé. Tout de suite après ceci. Le ministre fédéral de la Santé, Jane Philpott, a fait bondir ses homologues provinciaux cette semaine en évoquant la possibilité de revoir le système de transfert en santé aux provinces en concluant des ententes individuelles, des ententes à la pièce avec chaque province, mais pas nécessairement sur la base des besoins des provinces, plutôt sur la base de certains critères qu'Ottawa semble vouloir imposer aux provinces. Monsieur Lightbound, en campagne électorale, vous aviez promis 3 milliards de réinvestissement dans le domaine de la santé sur une période de 4 ans. Où, quand, comment est-ce que ces sommes-là seront dépensées? Et sur quelle base? Bien, je pense justement ce que la ministre mentionnait. Il y a déjà eu une rencontre entre la ministre et ses homologues provinciaux. C'est qu'il faut établir avec les provinces quelle façon on va financer la santé, on va faire ces transferts-là aux provinces à long terme pour qu'on soit sur des bases solides, qu'on regarde quelles sont les priorités des provinces. Puis je pense que l'idée d'y aller peut-être avec des ententes, puis il n'y a rien de décidé pour l'instant. Il y a encore des consultations qui se font, mais c'est de voir, selon les besoins des provinces, quel genre d'entente serait la meilleure avec ces différents homologues, avec les différentes provinces. Donc je pense que c'est dans cette optique-là que la ministre a dit qu'il pourrait y avoir des ententes pour chaque province respective. Mais c'est là où je voudrais avoir des précisions. Ça va se faire sur la base des besoins de chaque province ou sur la base de ce que vous souhaitez que les provinces fassent? Bien, je crois que déjà dans notre engagement, quand vous parliez du 3 milliards sur 4 ans, il y a déjà des secteurs qui étaient ciblés, par exemple les soins à domicile, la santé mentale, les soins palliatifs. Je pense que dans la plupart des cas, ça cadre déjà avec des priorités qu'ont les provinces, mais c'est sûr qu'ultimement, en tout cas, à mon humble avis, c'est aux provinces, ça relève de leurs compétences de voir comment ça s'agence avec leurs priorités et leurs besoins. Donc, les provinces l'ont d'ailleurs clairement manifesté dans les minutes qui ont suivi la sortie de Mme Philpott. M. Reyes, les provinces ne veulent rien entendre de discussion à la pièce comme ça. J'avais hâte d'entendre la dernière phrase de M. Lightbound. Il était temps qu'elle sorte parce que c'est une compétence clairement provinciale. Et présentement, là, Justin Trudeau, notre premier ministre, se promène, n'a pas arrêté de dire qu'il y avait un plan pendant toute la campagne électorale. On est rendu à plus de 8 mois en chambre, à la Chambre des communes, et on entend des consultations dans un enjeu dans la santé qui touche clairement les provinces. C'est de compétences provinciales. Donc, s'il y a de l'argent, ça a été annoncé, puis Dieu sait on dirait qu'on en a de l'argent au fédéral en ce moment. On crée des déficits pour en créer d'autres argent. Il est temps en ce moment qu'on reconnaisse le travail. Et c'est beau, là, faire des selfies, puis il semblait être très gentil avec tout le monde, puis avoir une belle attitude. Mais gérer un pays, c'est une autre chose. Il y a des finances publiques, il y a un budget, il y a un cadre à respecter. Et dans ce cas-ci, là, on a dit quelque chose aux provinces, bien qu'on travaille avec les provinces. C'est la responsabilité du gouvernement maintenant de transférer ces sommes-là pour faire confiance à nos provinces qui ont la compétence de gérer la santé. M. Boulris, c'est aussi ce que vous souhaitez?
Oui, c'est sûr, mais évidemment, le gouvernement fédéral a aussi une responsabilité de faire appliquer et respecter la loi canadienne sur la santé, les 5 grands principes, dont celui de l'accessibilité, qui est souvent mis en question puis attaqué, notamment à Saskatchewan ou récemment au Québec. Nous, on a fait la bataille sur les frais accessoires au NPD. Mais là, ça ressemble à une autre promesse brisée du gouvernement Trudeau. On se traîne les pieds, premièrement. Dans 9 mois, là, il va falloir avoir une nouvelle formule sur ce transfert-là pour la santé. C'est un rôle important de redistribution de la richesse et d'équité entre les citoyens pour avoir accès à des soins de santé. Puis la santé, vous le savez, M. Vien, c'est toujours la priorité numéro 1 des gens. Alors, on ne veut pas que le gouvernement fédéral, que le gouvernement libéral en ce moment se traîne les pieds là-dessus, puis que là, ils sortent ça comme ça, là, un lapin du chapeau. Bien, on va négocier à la pièce avec les provinces, puis on ne sait pas trop pourquoi, puis on ne sait pas trop comment. Je comprends que les provinces soient fâchées, on partage cette colère-là. Puis surtout, on veut voir c'est quoi la formule que les libéraux vont mettre pour assurer la pérennité, l'accessibilité, la gratuité de nos soins de santé publics. Bien, parlons-en de la formule, M. Lightbound. Est-ce que la formule la plus simple, ce ne serait pas de laisser les augmentations à leur niveau actuel, à 6 d'augmentation annuellement? Ouais, ça, je ne peux pas parler au nom du ministre des Finances. Je sais que là, ça va être à voir pour 2017-2018. Dans le budget 2016, l'augmentation était à 6 donc 36,1 milliards qui ont été transmis aux provinces. Reste à voir quelle sera la formule qui sera envisagée, mais comme je vous l'ai dit, il n'y a rien d'arrêté pour l'instant. Puis je suis d'accord avec M. Boulris que l'une des obligations primaires du fédéral, c'est de s'assurer que les soins de santé soient accessibles d'un océan à l'autre et qu'il faut livrer. Pour ça, je suis tout à fait d'accord. M. Reyes, quelle est la formule que vous proposez, vous? Il est temps de respecter les compétences, les juridictions de chacun des gouvernements que nous avons, municipal, provincial et fédéral. Dans ce cas-ci, c'est clair qu'il va y avoir une confrontation qui va avoir lieu. On le vit au niveau des infrastructures avec les municipalités, dépendamment des provinces. On le vit en santé en ce moment avec ce qui sort. Le gouvernement fédéral lance des grandes discussions. On le vit avec la marijuana dans ce dossier-là où le gouvernement prend une orientation fédérale mais n'a pas consulté les provinces, les municipalités, les corps policiers. Donc, on a plein d'éléments comme ça. Et là, il va falloir que le gouvernement se rende compte qu'il est rendu au pouvoir, le Parti libéral. Ça fait plus de 9 mois. On nous a dit qu'on avait un plan, puis on consulte sans arrêt. Il va falloir qu'il y ait des décisions qui se prennent. Les gens s'attendent à ce que cet argent-là soit basculé dans les provinces pour que ces gouvernements-là puissent relever des défis qu'ils ont, qui sont majeurs, particulièrement en santé. M. Boulris, il va vous rester 20 secondes pour conclure sur ce sujet. Les conservateurs, eux, nous prévoyaient des coupures de 36 milliards de dollars dans les transferts en santé pour les 10 prochaines années. Et j'espère que là, les libéraux vont pas faire un copier-coller du plan des conservateurs puis priver des provinces de quelque chose d'essentiel pour la qualité de vie des gens. Très bien, messieurs, je vous remercie d'avoir participé à ce match des élus. Je vous souhaite un très bel été. Tâchez d'en profiter. Au plaisir de vous retrouver. Merci, bon été. Merci bien. Au revoir.